Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre temps. Merci de suivre ce programme sur La Voix de l'Amérique. Nous recevons aujourd'hui Éric Mizele. Éric Mizele, que vous voyez, est un écrivain, mais aussi un chercheur. Il vient de publier un bel ouvrage qu'il a appelé Bendele. Bendele qui parle, qui fait justement des révélations sur les cultures, ou bien la culture africaine. Nous vous saluons, monsieur Éric. Merci. Bienvenue sur La Voix de l'Amérique. Merci beaucoup. Ok, la première question, monsieur Éric, pourquoi avez-vous choisi le titre, l'intitulé Bendele pour votre ouvrage? Bendele est un titre que nous avons choisi parce que c'est un mot, au fait, qui remonte dès l'Égypte ancienne. Je pense que les téléspectateurs seront familiers avec les travaux de Cheikh Anta Diop, qui ont déjà été actualisés même encore avec des nouvelles recherches. Et nous savons que c'est le berceau culturel des civilisations africaines. Et ce mot Bendele, nous avons trouvé qu'il a des liens avec l'Égypte ancienne. C'est un mot qui est en lingala d'abord, mais c'est un mot qui a aussi des liens avec l'Égypte ancienne et qui englobe toute la culture, qui explique au fait la culture africaine, spirituelle, scientifique même, des civilisations aussi bien qu'on appelle égypto-nubiennes que même bantou actuelles. Parce que vous avez fait pas mal de révélations dans cet ouvrage de culture africaine, mais pouvez-vous nous parler de quelques révélations que vous voyez, que l'on peut retenir? En fait, le livre a deux grands thèmes, et c'est là qu'il va englober les idées. Le premier thème de Bendele est de dire que le monde moderne dans lequel nous vivons est issu de cultures et de coutumes africaines. Quand je parle de monde moderne, c'est-à-dire le gouvernement, l'État, les sciences, les techniques que nous avons sont issues de ces cultures et coutumes africaines. Ça, c'est la première révélation. Et je pense qu'il n'y aura pas assez d'opposition cognitive à ce niveau-là. Mais le deuxième aspect de cet ouvrage, qui révèle des choses très, très étonnantes, c'est que les grands mouvements religieux, même que nous observons aujourd'hui, sont issus de ces mêmes traditions africaines. Pour revenir sur le premier pas, par exemple, sur le plan technique, pour être vraiment pédagogique, nous dirons par exemple que l'alphabet que nous utilisons aujourd'hui est issu de ces traditions africaines, la tradition de l'écriture. Les hiéroglyphes égyptiens sont à la base de l'alphabet que nous utilisons aussi bien dans latin, anglais, français et même l'écriture arabe. Et même le code informatique que nous utilisons aujourd'hui est issu de ces mêmes traditions africaines. Je vais être précis. Beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis. Le code Bamana que l'on retrouve au Mali a donné naissance au code binaire que nous utilisons en informatique. Il y a par exemple la tradition du Fa, par exemple en Afrique de l'Ouest, qui a été aussi placée dans le patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Eh bien, ce sont des traditions africaines concrètes qui ont donné naissance au monde moderne que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Mais comment êtes-vous arrivé à cette démarche, à cette perspective unique et authentique qu'on a découvert dans votre ouvrage? Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Alors, c'est une démarche qui a pris énormément de temps. J'en parle un peu dans l'ouvrage. C'est issu déjà de ma plus petite enfance. Mon père m'a toujours poussé à aimer les sciences, à aimer l'histoire, à lire beaucoup. Et comme j'en parle dans le livre, très tôt, avec des amis, on s'est rassemblés, on se posait des questions sur l'Afrique. Comment peut-on évoluer dans le monde moderne? Pourquoi ça ne marche pas en Afrique? Et nous avons compris très vite qu'il fallait absolument toucher à l'histoire, d'où j'ai nommé Cheikh Anta Diop par exemple, mais d'autres historiens aussi qui ont beaucoup cravaché, bêché sur l'ouvrage. Donc c'est l'aspect historique qui a été vraiment le fil rouge pour comprendre cette démarche des cultures africaines. Donc c'est l'histoire qui m'a permis de comprendre et d'écrire vraiment cet ouvrage. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que des origines des peuples africains, parce qu'on veut connaître, même de façon laconique, de façon succincte, quelles sont les origines des peuples africains? Vous savez, il y a cette citation que l'on dit souvent, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais au-delà de ça, nous devons savoir que, au-delà d'être simplement le berceau de l'humanité, mais c'est aussi le village, la ville de l'humanité. Parce que c'est au niveau du Soudan, par exemple, que les premières villes ont commencé à éclore, même si certaines compétitions se font avec la Turquie, mais on sait que c'est au niveau de l'Afrique que plusieurs civilisations ont commencé à éclore. Donc ce qu'on appelait à l'époque la Nubie, l'Égypte ancienne, d'autres civilisations de Turquie, c'est là qu'il y a les berceaux
des civilisations africaines, où il y a ce qu'on appelle les civilisations du léopard. Car lorsqu'on s'approche du léopard, on s'intéresse à cet animal dans les cultures africaines, on se rend bien compte que c'est ça qui a donné naissance à la civilisation, et ces coutumes demeurent et perdurent même jusqu'à aujourd'hui en Afrique. Yes, parce que dans l'ouvrage, vous êtes revenu sur ce qui a fait pratiquement le progrès religieux, les progrès technologiques, même politiques des grandes puissances aujourd'hui. C'est quoi les secrets au juste? Vous en dévoilez un peu dans votre livre d'une certaine manière quand vous parlez des cultures africaines, source de plusieurs progrès aujourd'hui. Tout à fait. Lorsque l'on regarde comment est-ce que ces populations anciennes réfléchissaient, que l'on a souvent catégorisé sur les cultures animistes, on voit qu'elles sont des cultures, ce qu'on appelle, c'est un mot un peu technique, biomimétiques, c'est-à-dire que ce sont des populations qui se réfèrent à la nature pour pouvoir résoudre leurs propres problèmes. C'est-à-dire que l'on regarde comment les animaux se comportent, on regarde comment les plantes peuvent survenir aux besoins, et tout cela va créer un système où la nature donne des solutions aux populations qui les utilisent. Et on se rend compte que dès la préhistoire, on a des populations africaines qui utilisent ces systèmes, qui ont donné naissance aux hiéroglyphes, qui ont donné naissance à l'écriture. Et lorsqu'on pense écriture, lorsqu'on pense calcul, eh bien, c'est ce qui justement développe la pensée cognitive de pouvoir résoudre les problèmes. Nous donnons des exemples concrets. À Ishango, par exemple, en RDC, à l'Est, c'est là où on retrouve cette fameuse os, où c'est l'un des plus anciens exemples de calcul dans la culture humaine. Donc lorsqu'on veut parler des mathématiques, par exemple, dans l'histoire des sciences, on ne peut pas sauter le Congo, il faut absolument s'intéresser aux civilisations africaines, spécialement celles du Congo. Essayez de nous dire un peu plus, quand vous dites dans votre ouvrage, on a découvert que les traditions scientifiques et héroïques de l'Afrique, que vous avez relevé beaucoup dans votre ouvrage, montrent un peu des récits incroyables qui ont forgé des héros et éclairé les esprits brillants. Vous en parlez dans votre ouvrage beaucoup. Essayez de nous en dire un peu plus. Oui, par exemple, lorsqu'on regarde la civilisation égyptienne, on voit que les mythes qu'ils ont, les histoires qu'ils ont dans leurs hiéroglyphes, dans leurs papyrus, sont ceux-là qui ont été transportés dans d'autres civilisations. Pour être précis, je ne vais pas tout dévoiler parce que je n'ai pas envie de gâcher le plaisir de la découverte au lecteur, mais il y a de nombreux récits, par exemple des récits bibliques, qui sont issus de récits égyptiens. Beaucoup d'entre nous qui lisent ces ouvrages sont parfois persuadés que ce sont des événements historiques qui ont eu lieu. Eh bien, on peut retrouver que dans les papyrus égyptiens, ces histoires existent déjà. Par exemple, l'histoire de Joseph, que beaucoup prennent pour un événement historique, eh bien, l'exégèse, la science qui étudie notamment les religions et la théologie, nous révèle par exemple que c'est un roman. Et ça peut surprendre beaucoup de personnes, mais dans la culture égyptienne, ces histoires sont connues. Donc l'histoire par exemple de Joseph, d'autres mythes même politico-religieux sont aussi injectés dans certains récits de la Bible, du Coran et au-delà. Vous avez dit aussi que votre ouvrage remet un peu en question les connaissances conventionnelles. Vous savez, quand je parle de convention conventionnelle, il y a des véritables sources africaines et orientales, des textes bibliques que votre livre remet justement en question. Dites-nous un mot un peu par rapport à cela. Eh bien oui, le deuxième aspect de notre ouvrage, c'est là où nous allons peut-être avoir certaines résistances cognitives, mais elles sont toujours documentées par les meilleurs experts de la planète. Eh bien, il faut se dire que lorsqu'on lit par exemple la Tob, qui est une bible de recherche, d'entrée de jeu, elle nous dit clairement d'où viennent les textes que nous lisons. Elle nous dit que les textes viennent du Moyen-Orient, de l'Égypte, de l'Afrique notamment, et ce n'est pas forcément la manière dont l'on pense que ces textes nous sont parvenus. Donc même dans le texte biblique lui-même, dans la Tob, il nous est révélé l'origine de ces textes. Cela surprendra certainement beaucoup de personnes, mais dans le livre, nous allons encore plus loin en donnant les origines de ces fameux textes. Nous allons terminer cette interview par cette question parce que vous êtes en train de sensibiliser l'opinion à éviter, vous êtes en train de sensibiliser l'opinion, vos futurs lecteurs, si je veux dire ça comme ça, contre la manipulation que vous appelez géopolitique, qui cherche à dissiper, à dissimuler la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? On termine par là. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde l'histoire de notre humanité, il faut bien reconnaître que le monde, la géopolitique dans laquelle nous sommes, a été aussi faite par les grands mouvements religieux. Et ces grands mouvements religieux sont attachés à des foi, à ce que les gens pensent, à ce que les gens croient. Mais il faut aussi pouvoir avertir les croyants et les humains en général que ces croyances viennent de certains faits historiques ou de certains faits mythiques.
Et c'est là où le dialogue des religions peut avoir lieu, où les respects des peuples peuvent avoir lieu, quand on sait réellement d'où elles viennent. Sinon, ça devient le prétexte de guerre, d'exploitation, lorsqu'on ne sait pas réellement d'où viennent ces religions. Et dans le livre, que ce soit sur le plan technologique, sur le plan gouvernemental, sur le plan religieux, nous montrons que l'Afrique a son mot à dire, et c'est de là que tout est parti. Éric Mizele, nous vous remercions pour votre temps et merci d'être passé sur La Voix de l'Amérique. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. À la fois prochaine.